Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de séjour. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Je disais un seul point est inscrit à l'ordre du jour. La RDC en détresse qui sauvera ces pays. C'est la thématique qui va opposer des grands analystes politiques face aux étudiants. Il s'agira de monsieur l'assistant des universités Mara Bobola, cadre de l'UDPS, et de monsieur Joseph Edeba, président de la force républicaine congolaise. Ils nous diront à l'air ravis d'où viendra les saluts de la République démocratique du Congo au vu de la situation sociale, politique et sécuritaire qui prévaut au pays. Sans plus tarder, nous accorderons 5 minutes à monsieur l'assistant pour cette introduction. Ensuite interviendra l'intervention de monsieur Joseph Edeba, 5 minutes. Je rappelle que l'introduction consistera juste à poser votre thèse. Et vous reviendrez encore pour une série de 5 minutes pour apporter de remarques ou de contradictions à la thèse du co-débatteur. Donc la première prise de position, on voudra, sans que vous puissiez vous inspirer des dires du co-débatteur, qu'est-ce que vous pensez être le salut de la RDC ou qui peut être le sauveur de la RDC? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'analyste politique? C'est dès ce que vous allez dire que le co-débatteur reviendra pour contredire et les étudiants viendront ensuite pour cet échange de questions-réponses. Sans plus tarder, monsieur l'assistant, nous avons l'honneur de vous recevoir. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à l'Assemblée. Un grand merci d'abord pour votre invitation, ce qui n'est pas une chose très facile. Quand quelqu'un vous invite, nous on est africains, on sous-entend qu'il y a quand même de bonnes choses. Et devant le futur cadre de la République démocratique du Congo, nous espérons que ceci ne sera pas seulement un simple passage, mais ceci sera une occasion pour nous de pouvoir comprendre la nécessité de notre passage ici, mais que chacun de nous puisse retenir quelque chose d'important. Je crois que la présentation a eu lieu. Ce n'est pas important de revenir. Je pourrais directement passer à mon petit discours. La RDC en détresse, qui viendra sauver la nation. Chers compatriotes, chers présidents, chers étudiants, nous sommes ici pour une thématique très importante. Le Congo en détresse, qui viendra sauver la nation. On entend souvent dire que le Congo est en détresse. Mais je vous l'ai dit ici aujourd'hui, avec force et conviction, le Congo n'est pas en détresse. Le Congo est en éveil. Ceux qui veulent nous faire croire que le pays a perdu, ceux qui veulent nous faire croire que le pays est perdu sont souvent ceux-là même qui ont contribué à la faiblesse. Ils crient à la détresse pour justifier les retours aux affaires. Mais la vérité, c'est que le Congo se bat.
le Congo résiste et surtout, le Congo avance. Oui, les défis sont là, mais avec face et quelques défis à relever. Il y a une vision, une volonté politique claire, portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une volonté de restaurer l'autorité de l'État, de rendre l'école gratuite à travers le projet de l'enseignement de base, communément appelé gratuité de l'enseignement. Une volonté de restaurer les infrastructures, de repositionner le Congo sur l'échiquier africain, mais aussi international. Mais peut-il arriver seul? Absolument pas. Sauver le Congo ne sera jamais l'affaire d'un seul homme, ni d'un seul mandat. Chers compatriotes, sauver le Congo, c'est revêtir une mentalité nouvelle, en abandonnant les vieilles habitudes. C'est un changement collectif de posture, mais aussi de paradigme. Ce n'est pas seulement une affaire de politique, c'est une affaire de conscience nationale. Et vous, étudiants, vous n'êtes pas de simples observateurs. Vous êtes la force motrice du changement. Vous êtes la lumière dans l'obscurité de la résignation. Vous êtes les architectes du Congo de demain. Alors, qui peut sauver le Congo? Chers camarades, ce n'est ni un ancien président de la République en côte de rédemption, ni un leader autoproclamé. C'est nous tous. Quand nous décidons de travailler, d'aimer ce pays, de refuser la corruption, de défendre les valeurs traditionnelles que nos aïeux nous ont léguées. Sauver le Congo, c'est dans les salles de classe, dans les auditoires, dans des universités, dans des quartiers, dans des petites actions quotidiennes de toute personne. La vraie détresse, c'est de rester indifférent. La vraie mort d'un pays, c'est quand sa jeunesse baisse les bras. Alors, réveillons notre conscience. Réveillons notre conscience, levons-nous avec foi, courage et dignité. Parce que le Congo se sauvera avec le cœur sincère et les esprits éveillés. Et ce Congo-là commence ici et maintenant, avec vous, chers étudiants. Avec nous et maintenant. À la même question de savoir qui peut sauver le Congo, et à la fois simple en apparence, mais profondément complexe dans son essence. Permettez-moi de répondre d'entrée. Ce n'est pas un homme providentiel qui sauvera le Congo. Ce sont les institutions fortes, une vision claire et un peuple conscient qui sauveront notre nation. Et c'est justement ce à quoi s'attelle le pouvoir en place aujourd'hui avec la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vous reste une minute. Depuis l'accession du président Félix à la magistrature suprême, un changement profond de paradigme est en cours. L'état des droits est devenu une réalité avec une justice qui commence à émanciper de peur et influence. L'éducation, l'accès à la santé, la gratuité scolaire, les investissements dans les infrastructures témoignent d'une volonté réelle de remettre les citoyens au centre du développement durable. Et sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo a retrouvé une voix forte sur la scène régionale et internationale. Oui, nous faisons face à des défis immenses. L'insécurité à l'Est, la corruption, la pauvreté. Ceux qui ont eu 21 ans au pouvoir sans rien changer en profondeur ne peuvent pas revenir aujourd'hui déguisés en sauveurs. Sauver le Congo ne se fera pas avec des slogans ni des messes noires et occultes. Cela se fera par des réformes de mentalité, la promotion de la jeunesse, l'engagement de nous tous, la consolidation de la démocratie et le respect des institutions. Chers amis, le Congo sera sauvé par les Congolais debout, conscients, unis autour d'un leadership qui respecte les lois, mais aussi son peuple et ses valeurs et le futur dirigeant. Et ce leadership existe aujourd'hui à travers son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il incarne dans un pouvoir qui a choisi la voie difficile, celle du dialogue, de la réforme, de la patience et de la reconstruction d'un pays qui jadis mal construit. Ne cherchons pas un sauveur extérieur, soyons nous-mêmes les bâtisseurs du Congo de demain. Aujourd'hui, on nous pose une question. Qui peut sauver le Congo? Qui viendra pour sauver le Congo?
Mais avant d'y répondre, je m'aimerais poser une question qui a plongé ce Congo dans la détresse. Parce que, mes amis, on ne peut pas parler du sauvetage sans parler du cause du naufrage. Pendant plus de 20 ans, certains ont régné avec un plein pouvoir. Ils ont géré les richesses du pays, contrôlé les institutions, dominé l'économie, la justice et l'armée. Et aujourd'hui, alors qu'ils ont échoué, ils veulent revenir au pouvoir avec un slogan: Pacte, sauvons le Congo. Mais sauvons de quoi? Et surtout avec qui? Avec ceux-là même qui l'ont abîmé. Soyons clairs, chers camarades. On ne sauve pas un pays avec les discours, on les sauve avec les actes concrets et pragmatiques. On ne peut pas prétendre sauver le Congo avec qui on a été incapable de faire 21 ans de pouvoir sans rien faire. On peut sauver le Congo avec des gens courageux. Aujourd'hui, le Congo a besoin de clarté, de conspiration. Il a besoin de nouvelles générations d'acteurs politiques consciencieux, de nouvelles mentalités. Pas de recycler des systèmes. Et cette génération, elle est là, elle travaille. Pour finir, Monsieur le Président, le pouvoir actuel a posé des actes concrets que nous avons énumérés si haut. Alors oui, il y reste des faiblesses. Oui, tout n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, osez affronter les vrais défis. Qui aujourd'hui gouverne sans voler, sans détourner, sans décliner ses responsabilités face à ces défis, sans brader le pays? C'est le pouvoir en place. Le Congo n'a pas besoin d'un sauveur. Il a besoin de nous tous, chers compatriotes, chers étudiants. Il ne peut être sauvé par ceux qui l'ont détruit. Veuillez chuter, monsieur l'assistant. Vous avez épuisé votre temps, donc on vous accorde une minute supplémentaire qu'on accordera à votre co-débatteur. Merci beaucoup, monsieur le président. Il ne sera jamais sauvé par les extrémistes politiques déguisés en libérateurs. La vraie révolution, c'est celle de la conscience. De la révolution, c'est avec une jeunesse debout, lucide et alignée, avec une vision claire. Le Congo de demain se construit aujourd'hui et maintenant. Il se construit avec qui sont restés debout dans la tapette. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'assistant Mara. Veuillez prendre place. Nous allons inviter monsieur Joseph Débat pour son allocution. 6 minutes pour nous dire: le pays est en détresse, qui viendra sauver la nation congolaise? Merci de nous faire l'économie du temps, comme l'a fait monsieur l'assistant. Membres du bureau, distingués invités, chers camarades étudiants et étudiantes, bonjour. C'est un privilège et un réel plaisir pour nous de nous retrouver ce jour dans ce réceptacle de savoir pour échanger sur l'état où se trouve notre nation aujourd'hui. De prime abord, je tiens à remercier le président pour ce privilège accordé encore une fois de plus. Je crois que depuis que le Parlement a migré ici, c'est ma première fois d'intervenir. J'aurais cru être suspendu. Je ne sais pas. Mais là, il faut qu'on aborde sans tarder ce qui est inscrit à l'ordre du jour. Mais tout d'abord, je veux commencer par évoquer Socrate. Socrate défendait que la vérité n'est pas toujours du côté du plus grand nombre, mais elle est bien souvent du côté de ceux courageux. Ces courageux prêts à, n'est-ce pas, mener une bataille comme le voudrait Jean Jaurès de la vérité. Parce que le combat reste là, celle-là. Le combat reste celui-là de, n'est-ce pas, militer pour éclairer les lanternes des autres. Mais cependant, une grande foule peut se tromper face à une minorité.
face à quelques personnes qui sont bien aiguisées, n'est-ce pas, instruits, et ont la profondeur de pouvoir apporter de la lumière. La RDC en détresse, qui viendra sauver la nation? À la différence de chaque fois que je suis devant les étudiants, chaque fois que je suis au plateau de télévision, aujourd'hui je dirais quelque chose qui va surprendre. Ce n'est ni l'ancien président de la République, Joseph Kabila, moins encore son mouvement de Nairobi habillé de schémas aujourd'hui qui ne sont pas élucidés à la population, mais aussi avec des vieux calculs politiques. Ce n'est pas avec Félix Antoine Tshisekedi comme on vient de l'attendre tout à l'heure, ni son union sacrée des incompétents qui a transformé l'espoir de tout un peuple en désillusion nationale. Ce n'est pas avec Corneille Nangaa et Bissimo si vous voulez, ni avec son alliance qui prête à confusion avec les M23 soutenus par le Rwanda et les forces extérieures. Et ce n'est pas, si vous voulez encore une fois, avec le président Martin Fayoulou, avec son mouvement du camp de la patrie qui sauvera notre nation. Mais les Congos va être sauvé, si vous le voulez bien, par son propre peuple. Le Congo ne sera pas sauvé ni en Orient, ni à l'Occident. Le Congo ne sera pas sauvé par des alliances entretenues ça et là, outre-mer. Le Congo ne va pas être sauvé par les accords signés à l'international en violation de nos lois fondamentales. Oui, le Congo va être sauvé par son peuple, uni dans sa diversité. Debout comme un seul homme, représentant une force républicaine capable d'imposer une gouvernance de qualité et un leadership responsable à l'image des bâtisseurs d'institutions démocratiques, mais d'institutions qui répondent aux desiderata de la population, parce que la responsabilité d'animateur politique, c'est de relever, comme le voudrait Marcel Prélot, les défis des gouvernances dans les institutions politiques. Ce peuple-là affamé, ce peuple-là meurtri, ce peuple-là qui aujourd'hui vit dans la misère infâme, ce peuple-là qui se retrouve dans cet état où nous sommes aujourd'hui à 85% du taux de la pauvreté, ce peuple-là qui se retrouve dans le chômage, ce peuple-là qui se retrouve dans des crises multidimensionnelles. Il vous reste 1 minute. En effet, cela ne peut arriver que si ce peuple-là prend courage de pouvoir renverser les valeurs que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui ne représentent pas notre âme, notre conscience, notre nation. La résilience, c'est le seul combat que nous devons nous inscrire aujourd'hui. La RDC n'est pas une propriété propre, ou si vous voulez, appartenant à un groupe d'individus, fussent-ils des anges, qui, n'est-ce pas, serrelaient le pouvoir pendant des décennies. Hier, certains ont échoué, et aujourd'hui, les héritiers de ceux-là échouent lamentablement à répondre aux desiderata de la population, mais à relever aussi les défis de gouvernance dans les institutions politiques. C'est la même école de la confiscation du pouvoir. Le peuple, lui, en retour, il ne veut pas de cette école. Le peuple veut de bâtisseurs. Le peuple veut de ceux qui peuvent poser des actes institutionnels qui, n'est-ce pas, relèvent ces défis de gouvernance, mais aussi progressent notre nation. Parce que
Les nations dans le monde ne développent pas à cause des appartenances politiques, mais à cause des idées novatrices des sociétés. Les États-Unis, la Russie, la Chine aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'il y a un peuple qui a pris conscience de pouvoir imposer une gouvernance, parce que la force du peuple est égale à la rigueur de l'État. Si nous pouvons paraphraser certaines choses et rapidement aller à l'essentiel, c'est que ce qui se passe au Madagascar, pour simplement le fait que le peuple puisse manquer de l'électricité, ça a causé la destitution du président de la République. Ce qui s'est passé au Kenya récemment, parce que le gouvernement a tenté de vouloir augmenter les taxes et le peuple est sorti dans la rue. Ce qui s'est passé récemment en Angola pour les carburants seulement pouvait, n'est-ce pas, nous inspirer, nous Congolais, nous jeunes, à pouvoir imposer à nos dirigeants qui nous font souffrir par l'absence totale d'un leadership éclairé la manière de gérer efficacement nos institutions. Mais très malheureusement, ce peuple-là se retrouve dans la distraction totale. Ce peuple que nous sommes tombés dans cette léthargie, n'est-ce pas, qui nous fait oublier exactement ce à quoi nous devons nous attendre de notre avenir. Et en effet, Jean-Jacques Rousseau disait qu'un peuple qui ne sait pas revendiquer ses droits et libertés est un peuple qui a atteint la maturité de l'esclavagisme. Donc aujourd'hui, devons-nous dire que nous, Congolais, avons atteint la maturité de l'esclavagisme parce que nous ne savons pas revendiquer ce qui nous a comme propriété. Vos minutes sont épuisées. En effet, pour terminer... Non, vous devez terminer. Monsieur le Président, en quelques secondes. S'il vous plaît, malheureusement, on n'en a pas ajouté à votre co-débatteur. On ne le fera pas avec vous. Les 6 minutes sont épuisées, vous pouvez prendre place. D'accord, merci. Vous reviendrez. Merci beaucoup. Nous allons prendre à présent la réplique de M. Marat en faisant ses synthèses. M. Marat dit que le pays ne sera pas sauvé par M. Joseph Kabila qui vient de lancer avec ses acolytes le mouvement Sauvons le Congo, encore moins par Nanga et son M23, chose qu'affirme par ailleurs M. Joseph Edeba, tout en ajoutant, contrairement à M. Marat, que même Félix Tshisekedi, actuel président de la République, ne sauvera pas non plus le Congo. Il rajoute encore plus que même Martin Fayulu ne le fera pas. Alors que M. Marat affirme par contre qu'au regard des acquis, des actions concrètes déjà posées par le régime en place, il est en mesure de sauver la RDC. Je lui réaccorde la parole pour rencontrer M. Joseph Edeba dans ses arguments et ensuite M. Joseph lui rencontrera aussi. Après nous ouvrirons la séance aux questions-réponses des étudiants. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette une énième opportunité. Je crois que le peuple congolais, dans son ensemble, se voit humilié. Le peuple congolais, dans sa globalité, dans tous ces 145 territoires, dans toutes ces provinces, dans toutes ces localités, toutes les tribus, se voit déjà être humilié. Parce que nous avons assisté à ce qu'on appelle à une désacralisation, notamment de certaines valeurs traditionnelles. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de notre confrère de l'opposition qui malheureusement a essayé quand même un peu d'oublier certains points très importants de la manière selon laquelle les choses sont gérées aujourd'hui. Je mets une opposition intelligente, une opposition
qui se bat pour des valeurs et non une opposition qui donne l'impression de se battre pour le peuple, parce que dans leur bouche, nous entendons toujours le peuple a faim, le peuple ne mange pas, le peuple ne boit pas. Et ce qui est grave, il va venir faire l'apologie du putsch. Ici, site 7 Auguste Ensemble, où nous avons les fitis dirigeants de la République, où nous avons les gens qui ont fait les droits ici, qui ont fait les sciences économiques, et qui aspirent que demain, ils seront réellement le vrai président de l'Assemblée nationale. Et ils pourront aussi vous remplacer demain, monsieur le président. Notre cher opposant, monsieur Edeba, qui a dit, je cite ici, le Congo ne sera pas sauvé par un ancien président. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que nous avons dit qu'un ancien président de la République de notre pays, je l'ai dit même dans mes sorties médiatiques, ne pouvait pas devenir rebelle. Et s'il y a quelqu'un qui va me contredire ici, qu'il me demande de retirer ça. Et ça sera difficile de retirer. Monsieur le Président, je crois que l'Assemblée, les étudiants me demandent de retirer. Mais qu'est-ce que je vais retirer ici? Nous tous, nous avons suivi les procès de notre ancien président de la République. Il a été condamné par défaut. Qui suis-je pour venir ici commenter et contredire les arrêts de notre justice? Cette justice a été violée par l'ancien président de la République. Ceux qui veulent un peu lire, je sais que nous sommes devant les étudiants qui font un peu beaucoup de recherches, peuvent aller lire l'article 190 de notre constitution, comment l'ancien président l'a violé. Et aujourd'hui, notre ancien président a une image d'un rebelle. Et ça sera difficile pour moi de retirer ce que je viens de dire ici. Monsieur le Président, notre cher Edeba, collègue qui est dans l'opposition, qui dit le Congo ne sera ni sauvé aussi par l'actuel président de la République, son Excellence, monsieur le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a une gestion qui est jugée calamiteuse et avec des compétences. Je voulais rappeler à notre cher Edeba que le président Tshisekedi a trouvé un Congo infiltré. Un Congo où on avait des gens qui avaient la morphologie, excusez-moi les termes, de cheval, ou alors des gens qui ont un peu de longues jambes. On ne comprenait pas, est-ce que c'est quelqu'un ou bien c'est qui? Les gens qui nous ont pris par force une partie de notre pays. Aujourd'hui, le Congo est sans valeur. Aujourd'hui, le Congo est sans dignité parce que l'ancien président a violé aussi le principe de réserve et de dignité. On avait un Congo, quand vous arrivez à l'aéroport de Ndjili, il y a des gens qui atterrissaient dans l'avion, on ne comprenait pas leur morphologie. S'il vous plaît, tolérance. On ne comprenait pas leur morphologie. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train d'affronter cette réalité avec courage, avec détermination. Chers camarades étudiants, vous devez savoir que le président Tshisekedi n'est pas un incompétent. Le régime de Félix Tshisekedi, c'est un régime des intellectuels. La preuve en est que nous avons amené des actions concrètes qui touchent notamment le social de notre peuple. Sur le plan de l'éducation, on a amené la gratuité de l'enseignement. Sur le plan notamment de l'enseignement supérieur et universitaire, moi je suis parmi les anciens étudiants de l'INIKIN. J'ai failli perdre ma jambe au Home 10 pour avoir cherché les macas venir préparer. Et c'était vers 22h. Vers les couloirs, il y avait un peu de petits trous qu'on creusait. Les étudiants qui préparaient venaient déposer un peu ces eaux usées. Je crois qu'il y a certains étudiants qui comprennent ça. Et aujourd'hui, quand vous retournez à l'université de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que vous posez des questions. Je suis au niveau de... je sais pas moi, je suis au Montréal, je suis au Canada, je suis en France, je suis où? Je ne retire pas, chers camarades. Parce que le chef de l'État avait compris que l'avenir d'un pays, ça passe à travers les études. Vous êtes des étudiants. Il y a eu des étudiants qui ont fait
des innovations. La Chine, si elle est aujourd'hui, c'est grâce aux études. Il y a eu des étudiants tels que l'américain. Il vous reste 1 minute 30 secondes. Vous avez les étudiants tels que monsieur Mark Zuckerberg, je crois que vous le connaissez, lui qui a inventé Facebook. Est-ce que je mens ou je dis la vérité? Je peux toujours retirer ça. Il y a des étudiants qui ont inventé Google. Ils sont là. Ils étaient des étudiants comme vous. Et chers étudiants, ce que notre camarade Edeba dit ici, moi je considère cela d'une opposition patouflard, d'une opposition qui ne rencontre pas le défi de notre peuple. Pour citer Monsieur le Président, je crois que le chef de l'État est en train d'affronter la situation pour pacifier l'Est République démocratique du Congo avec courage, pour combattre les inégalités, comme notre camarade a dit ici, manque de courant, manque d'électricité. Pendant que nous sommes là, il y a l'électricité, c'est-à-dire que les choses avancent bien. Non, ça c'est le groupe électrogène. Mais, monsieur, ça c'est le groupe électrogène, je vous prie de Monsieur le Président, je crois que si on avait la présence d'IM23 ici, à Kinshasa, on ne pouvait pas avoir ce groupe électrogène. Ce qui pouvait dire que la tranquillité, la stabilité, la paix règne ici à Kinshasa. Mais au moins retirer la phrase que ça c'est les courants. Monsieur le Président, ça sera difficile pour moi de retirer ça parce que ce sont des réalités. Moi, je ne sais pas que c'est un groupe électrogène. Je sais que c'est de l'électricité et je l'affirme. Monsieur le Président, veuillez chuter. Monsieur le Président, le Congo a la chance, chers amis, d'avoir un président que nous n'avons jamais eu dans l'histoire de ce pays. Il s'appelle son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a construit de nouveaux bâtiments à l'IPEN. Il a réhabilité l'université de Kinshasa. L'université de l'INBT, mais n'en parlons pas. Il venait d'inaugurer l'université de Mbujimaï. La maquette pour l'université de Mbandaka est en cours. Je prendrai quelques personnes pour qu'on puisse aller inaugurer ça. C'est-à-dire que ce que moi je peux vous demander, après avoir fait ça pour les étudiants, il faut au moins demander au chef de l'État de vous donner une bourse d'études parce que nos grands-parents ont bénéficié de ça. Chers étudiants, 30 secondes, Monsieur le Président, je voulais ici appeler à la conscience de tout le monde. Le pays est agressé. La présence de l'armée rwandaise sur notre sol, ce n'est pas un aveu d'échec. Nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Vous suivez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comment notre armée fait parler M. Nanga comme une femme enceinte qui ne sait plus la grossesse à combien de mois. Et Monsieur le Président, pour citer, nous appelons les étudiants et le peuple congolais à soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que le Congo de demain se prépare aujourd'hui. Le Congo de demain se prépare avec une nouvelle mentalité. Une mentalité sans tribalisme, une mentalité sans régionalisme, une mentalité de bosseurs, de bâtisseurs. Les Chinois ont construit la Chine, les Indiens ont construit l'Inde, les Américains ont construit les États-Unis, les Français ont construit la France, les Kenyans construisent les Kenyans, les Rwandais aussi. S'il vous plaît, vos minutes sont épuisées, vous pouvez prendre place, on va prendre le deuxième intervenant. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Monsieur Joseph Edeba, pour rencontrer en réplique Monsieur l'assistant des universités qui vient de vous exposer les réalisations du chef de l'État. J'espère que c'est des réalisations sommaires, hein, notamment dans les secteurs de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, les universités réhabilitées en Mbujimaï, ici à Kinshasa. Vous avez la parole. Merci de la parole accordée, honorable président. J'ai cru me retrouver dans une salle de spectacle parce que ça ne ressemblait plus à un débat, à une analyse profonde, mais ça ressemblait plus à la comédie, excusez-moi. Non, retirez ça. Ici, on ne fait pas de la comédie, s'il vous plaît. Ici, on ne fait pas de la comédie. J'aurais bien aimé il s'est exprimé. Non. Il s'est exprimé, s'il vous plaît. Il y a des choses qu'il faut vraiment retirer. C'est un débat, chacun a son style, chacun a sa manière de captiver. C'est tout sauf la comédie au Parlement des étudiants. Mais je crois que tu étais en train de continuer à dire que j'ai cru me retrouver dans une salle de spectacle, dans une salle, allais-je dire.
où on ne parle plus des choses sérieuses. Mais cependant, ici n'est pas à confondre à là où se tiennent les rencontres des Mouyombe gauche. Vous avez affaire aux cadres. Ils ne sont pas seulement universitaires parce qu'il y a les invités ici. Ce sont des acteurs politiques même. Donc quelques membres de notre mouvement, les FRC, ici présents, les vice-présidents. J'aimerais que nous puissions recentrer les débats autour des valeurs. Alors, dans mon introduction, dans mon prologue, j'ai dit que ce Congo ne sera sauvé que par le peuple. Ce peuple-là qui doit, n'est-ce pas, augmenter son éveil patriotique comme celui de Lumumba à l'époque, pour imposer les respects de la RDC dans la sous-région et dans la région. Je l'ai dit, tout en assumant que ce n'est pas avec Félix-Antoine Tshisekedi que le Congo va retrouver ses lettres de noblesse. Pourquoi ça fait 7 ans? Nous tendons vers 8 ans. Où sont les réalisations qui améliorent les conditions de vie de la population? Évidemment, je ne dirais pas qu'il y a zéro. Il y en a, mais c'est à quelle proportion? Je prendrai uniquement l'université de Mbujimayi. Mais nous connaissons les mécanismes qui ont conduit à la construction de cette université. Il y a eu des détournements qui ont précédé. Nous pouvons ne pas dire que nous connaissons totalement comment les institutions fonctionnent, mais il faut dire que nous sommes en train d'observer comment le détournement est devenu un sport national au sein de ces régimes. L'ODEP a produit une communication qui évaluait les détournements sous Tshisekedi à plus de 3 milliards. Qui ne les connaît pas? Il faut faire un diagnostic important, rappelant à notre ami qu'il est en train de rentrer dans le populisme pour flatter l'ego du chef de l'État et tous ceux qui soutiennent le chef de l'État afin de recevoir des facilités. 82% du taux de chômage, c'est ce que représente la République démocratique du Congo, que notre ami appelle un État fort, un État qui se réveille. Plus de 85% du taux de pauvreté. Aujourd'hui, ça a été publié, récemment d'ailleurs. Le Congo se retrouve aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres du monde. Et ça, c'est cet État dont notre ami Mara Bobo l'a dit, être en bonne santé. Nous sommes vraiment Congolais conscients. Un quart de la population en République démocratique du Congo meurt de faim. Il faut dire à notre ami d'interroger l'histoire. Il faut dire à notre ami d'étudier, de faire des recherches. C'est important. Nous ne sommes pas ici en train de blaguer avec la vie de la nation. Par contre, il nous faut, comme j'ai dit, pousser nos dirigeants à pouvoir délivrer des meilleurs résultats. Les cultes de résultats, ce n'est pas ce que représente le gouvernement actuel. Qui va venir sauver ce pays? C'est les Qataris ou c'est Donald Trump? Si vous entendez notre ami Mara Bobola, vous aurez l'impression que même Jésus n'a rien fait. Même Dieu le Père n'a pas mieux fait que Tshisekedi. Or, les dirigeants n'ont pas besoin de flatteries. 16 milliards de dettes extérieures. C'est quoi l'impact dans la vie réelle des Congolais aujourd'hui? Ce pays qui est assis sur les crises multidimensionnelles, politiques, sécuritaires aujourd'hui, où l'État ne sait pas contrôler l'ensemble du territoire. Or, selon la convention de Montevideo, 1933, il est dit qu'un État disparaît par déliquescence dès lors qu'il ne sait pas répondre aux désidérata de sa population et encore, dès lors qu'il ne sait pas contrôler l'ensemble du territoire. Nous avons un État qui disparaît sous Tshisekedi. Aujourd'hui, j'ai lu un communiqué, je ne sais pas si c'est authentique. Bertrand Bisimwa de la FCM 23 était en train de communiquer pour dire désormais, pour rentrer et pénétrer l'espace occupé par le rebelle, il faut posséder une autorisation
de l'AFC M23. C'est-à-dire que tout document produit par le gouvernement de Kinshasa n'est plus valable. N'est-ce pas ça la balkanisation sous la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi? Devons-nous cajoler les gouvernants ou leur dire la vérité? De la même manière, nous disons que le salut de la République démocratique du Congo ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Il faut aussi commencer par constater l'échec de la gouvernance des dirigeants actuels, comme le voudrait Max Weber. Et cela va nous permettre à pouvoir diagnostiquer afin de réajuster et de rectifier les tirs de gouvernance. Sinon, ce serait une agglomération des gouvernants qui se représentent par la kakistocratie. Doit-on enseigner à l'assistant ces notions élémentaires? Doit-on enseigner ici qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Je pense que le chef de l'État lui-même en est conscient. Et il sait qu'il n'a pas réussi. Parce qu'il a dit, si je ne réussis pas à restaurer l'autorité de l'État à l'est du pays, si je ne réussis pas à finir la guerre à l'est du pays, je vais considérer mon mandat comme un échec. Est-ce que l'UDPS aujourd'hui, représenté par notre ami Mara Bobola, peut nous dire la situation sécuritaire de notre pays? N'allons même pas loin. Constatons d'abord à Kinshasa le fait que l'État soit incapable de pouvoir assurer la sécurité dans la ville. Ou les tueries à main armée, les braquages, même des banques en pleine ville, se font avec autant de légèreté. Où est l'État? Où est l'autorité publique? Il vous reste 1 minute. Sans rentrer dans les questions fondamentales de la vie, je crois que ceux qui nous dirigent ont lamentablement échoué. Et venir ici, dire que c'est Kabila qui a tué ce pays parce qu'il est allé faire la rébellion, c'est rentrer dans la philosophie de Descartes. L'enfer, c'est toujours les autres. Quand est-ce que ces de l'UDPS vont assumer un jour pour dire nous avons échoué sur tel point? Non, mais vous allez entendre des gens qui viennent faire du spectacle ici, pensant qu'ils vivent mieux que les autres Congolais, pensant que leur vie valent mieux que celle des autres en souffrance, pensant que ceux qui sont bloqués aujourd'hui à Goma ne savent pas prendre l'avion pour venir à Kinshasa, leur vie ne représente absolument rien. Et donc, en effet, Monsieur le Président, je suis sidéré que l'on nous dise que nous avons, pour la première fois depuis que le pays a accédé à l'indépendance, un régime des intellectuels. Mais bon sang, on se moque des Congolais comme ça. Le détournement, peut-on en parler aujourd'hui? L'absence du culte des résultats dans l'action publique de l'État, doit-on en parler ici? Et donc ces éléments résorbent en effet la faiblesse d'un leadership et d'une gouvernance de qualité axée sur le résultat. Parce que c'est le résultat qui confirme qu'on est un bon dirigeant. C'est le résultat qui fait à ce qu'aujourd'hui la Chine soit ce qu'il est. Par un développement endogène. Ne venez pas mentir que les Américains qui ont construit les États-Unis. Vous oubliez l'histoire. Renseignez-vous, ce n'est pas les Américains qui ont construit les États-Unis. Moins encore les Français qui ont construit la France. Je crois que nous nous retrouvons devant des intellectuels. Et donc, il faut mesurer la portée des propos tenus par ici. En effet, Monsieur le Président, ce pays va être échangé par nous. Nous, cette jeunesse, qui sommes prêts comme Lumumba, à, n'est-ce pas, nous donner à fond pour renverser, n'est-ce pas, ce qui se passe actuellement comme modus operandi dans la gestion de la chose publique. C'est nous, les FRC, c'est nous, ces jeunes qui sommes ici présents, que nous allons transformer notre société en apportant des idées novatrices, des changements. Le changement des mentalités aujourd'hui est un slogan creux. L'état des droits est un slogan creux. Parce que si nous observons comment ceux qui gèrent les institutions publiques agissent, vous comprenez que ce qui s'est dit et ce qui s'est fait, il n'y a aucun rapport. Et donc, en effet, pour peut-être conclure, si vous me le permettez, le repositionnement de la République démocratique du Congo sur l'échiquier international ne va pas se passer dans des slogans grecs, comme mon ami a dit ici, que non, le président de la République est en train de se battre pour aligner.
Ce n'est pas dans les déclarations qu'on décrète la force d'un État. La force d'un État s'impose avec une armée dissuasive, avec les institutions fortes. Et pour qu'il y ait des institutions fortes, il faut qu'il y ait des leaders animés par les germes patriotiques de pouvoir transformer la société et non ceux qui viennent rechercher l'obésité financière. En effet, comme le disait le professeur Ndaïwel, ce que nous craignons davantage aujourd'hui, ce n'est pas la balkanisation de la République démocratique du Congo, qui déjà est en train de se matérialiser au fur et à mesure, sous l'œil impuissant des dirigeants actuels, dont Félix-Antoine Tshisekedi. Mais ce que nous avons crainte davantage en vrai, c'est l'implosion de cette nation. N'oubliez pas que le démon de la sécession de ces pays n'ont pas disparu. Merci beaucoup. Alors si aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, nous continuons par ces sabotages et cette passivité à imaginer que tout va bien au Congo, nous allons favoriser l'implosion de cette nation. Si vous ne comprenez pas l'implosion, et ça, merci beaucoup. Nous, jeunes conscients, allons jamais cautionner que ceux qui nous confisquent le pouvoir par la dictature et la tyrannie puissent continuer à les faire, parce que ce pays n'appartient pas seulement à Tshisekedi. Merci beaucoup. Moins encore aux autres de l'Union sacrée. Merci beaucoup. J'espère que ceux qui nous suivent, les parlementaires dans la salle, ont compris la position de M. Marat et la position de M. Joseph Edeba. Nous allons, du haut de leur argumentaire, prendre 2 ou 4 questions pour avoir plus d'éclaircissement sur la pertinence de leur proposition. Je vais inviter l'honorable Lys pour son allocution et l'honorable Aboubacar se prépare. 1 minute 30 secondes, honorable Lys. Président, honorables membres du bureau, chers collègues, ma question s'adresse à nos 2 invités. Le moment que traverse notre pays est à la fois troublant et révélateur. D'un côté, Nanga et son mouvement prétendent libérer le Congo en occupant une partie de notre territoire national. De l'autre, une certaine opposition proclame un nouveau mot d'ordre, sauvant le Congo. Et pendant ce temps, l'Union sacrée appelle la nation à être du bon côté de l'histoire. 3 discours, 3 camps, 3 prétentions à incarner le salut de la nation. Mais pendant que ces forces s'affrontent dans les mots, pendant que les ambitions se disputent le drapeau, le peuple, lui, reste dans la confusion, dans la souffrance et dans l'attente. Alors ma question est simple, mais elle mérite une réponse sincère et claire. À qui le peuple congolais doit-il réellement faire confiance aujourd'hui? Qui, aujourd'hui, porte la véritable légitimité morale et patriotique pour conduire le Congo vers son salut? Car, chers collègues, le Congo n'a plus besoin de nouveaux slogans, il a besoin de vérité. Le Congo n'a plus besoin de héros autoproclamés, il a besoin des bâtisseurs silencieux. Et je le dis avec gravité. L'histoire finira toujours par distinguer ceux qui ont cherché à se servir du Congo et ceux qui ont choisi de le servir. Je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, honorable Lys. Je voudrais que M. Marat commence par répondre et puis ensuite M. Joseph Edeba. 1 minute. 3 camps se dessinent. Merci de répondre à la préoccupation posée. Le peuple qui observe doit faire confiance à qui? Merci, Monsieur le Président. Je crois que merci également à notre honorable Lys, c'est ça? Merci pour votre question qui est très importante.
Mais je vais répondre à ça comme une équation de la mathématique. Vous savez que si les pays n'avancent pas, c'est parce que nous avons les gens qui se prétendent croire que parler, maîtriser bien la langue française, c'est d'innover et de créer des machines qui vont transformer les maïs de Bukangalozo et de nous donner des semoule pour que nous consommions. Nous avons besoin des gens qui sont pragmatiques, des gens qui nous donnent des solutions à des problèmes qui sont là. Vous avez dit que le moment qui traverse notre pays, cher honorable Lys, est troublant. Certes, il est plus que troublant. Troublant pourquoi? Parce que moi je ne dors pas, chers amis. Parfois, ça donne l'impression, comme certains le pensent, que nous faisons de la comédie, mais ce n'est pas la comédie. Ce sont des réalités. C'est comme votre papa qui se rend devant l'officier de l'état civil pour dénoncer, dire que l'enfant qu'il a mis au monde ne lui appartenait pas. Notre ancien président qui a enrôlé l'ancien président de la CENI. Nous avons le président au carré, comme vous voulez bien en mathématiques. L'ancien président de la République avec l'ancien président de la CENI sont tous devenus des rebelles. Et ça nous trouble, ça doit nous troubler. Demain vous serez des dirigeants. Demain vous serez des candidats présidents de la République. Donc ça veut dire que si le président Tshisekedi quitte le pouvoir aujourd'hui, dans les concepts de l'ancien président, le président Tshisekedi doit prendre aussi les armes pour chercher à revenir au pouvoir. Vos 1 minute sont épuisées, monsieur l'assistant. Je vous n'avez pas répondu à la question. Monsieur le président, 30 secondes, je vais répondre. Oui. Cher honorable Lys, vous avez posé la question de savoir à qui le peuple congolais peut faire confiance, qui porte un pouvoir légitime. Mais la réponse est simple. Nous avons déjà un président que nous avons élu. Nous étions aux élections 2018-2023. Tous ici, qui n'a pas voté? Je ne sais pas, au moins qui est un Rwandais ici. Les élections qui ont fait 7 jours. S'il vous plaît, ces élections ont fait 7 jours, certes. Nous avons ce qu'on appelle le mal et l'apparence du mal. Ces élections ont été organisées avec beaucoup de difficultés techniques. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas ça qui entache la légitimité des détenteurs du pouvoir issus de ces genres d'élections? Non, je ne pense pas que cela peut entacher la légitimité, parce que cette légitimité doit dépendre de notre peuple qui est le souverain primaire, de celui qui donne le pouvoir. C'est-à-dire pendant 7 ans, pendant 7 jours, 5 jours comme vous le dites là, mais nous pouvons les considérer comme des problèmes techniques. Nous organisons cette plénière, c'est parce qu'on a l'électricité. Si le groupe que vous avez évoqué là-bas, s'il vous plaît, puisque vous avez évoqué les problèmes du groupe, si ce groupe aujourd'hui, tel que nous organisons cette plénière et que ça ne fonctionne plus, nous plongeons dans les noirs ici. C'est-à-dire que ce sont des problèmes techniques et je crois que dans les échéances électorales à venir, nous allons corriger ça. Mais madame Lys, madame honorable, chère honorable Lys, je crois que le peuple congolais peut compter sur son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que ce que le président est en train d'affronter, n'oubliez pas que Mouzé est décédé à l'étape où le chef de l'État se retrouve maintenant à cause de nos minéraux. Mobutu a eu des problèmes avec les Américains à cause de ces minéraux. Merci beaucoup. Et Lumumba a eu des problèmes avec les Américains contre les Russes à cause de ces minéraux. C'est-à-dire que le président Tshisekedi est le seul individu parmi nous, peuple congolais, plus de 100 millions, que nous avons donné confiance. Et que le peuple congolais peut compter sur lui, sur son action, sur son leadership transformationnel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Joseph Débat pour répondre à la question. Trois camps se dessinent. À qui le peuple congolais peut faire confiance, qui a la légitimité morale. Merci de la question posée, honorable Lys. Une question pertinente qui vaut son pesant d'or. 18e siècle. Edmund Burke disait que pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens bien. Et ces gens bien, c'est vous et moi. C'est vous et moi qui avons cautionné que l'on nous prive de notre légitimité à élire les vrais dirigeants dans les institutions politiques.
n'y a pas eu élection en 2018, comme il n'y a pas eu élection en 2023. Mais quelle a été la réaction du peuple? Ce peuple-là est à mesure de descendre les rues, comme c'est le cas au Kenya. Ce peuple-là est à mesure d'imposer une force, parce que la force du peuple égale à la rigueur de l'État. Si le peuple est mature, aucun dirigeant ne peut oser tripatouiller les élections. Pour ne pas rentrer dans la philosophie des Descartes, qui était en train de parler de l'enfer c'est les autres. Moi j'ai dit, c'est notre faute à nous. Cette faute nous amène à vivre cette situation. Et malgré tout ça, que faisons-nous? Les Congolais sont-ils à mesure de sortir dans les rues pour revendiquer une organisation de la question électorale ou l'organisation transparente des élections démocratiques dans ce pays? Non. Les gens sont beaucoup plus préoccupés à rechercher quoi vivre. Et c'est normal dans un pays pauvre, nous pouvons tous comprendre. Mais ça ne peut pas aider cette nation à pouvoir faire un bond de progrès. Un bond de progrès qui reflète l'amélioration des conditions de vie de tous les Congolais en général. Quand est-ce que nous allons bâtir notre État? Les gens aiment bien les slogans, les bâtisseurs. Qui sont ces bâtisseurs? Vous avez dépassé vos 1 minute, mais vous n'avez toujours pas répondu à qui le peuple doit se fier. Le peuple, en des termes clairs, doit se fier à sa propre conscience. D'imposer des dirigeants qui sont des porteurs de valeurs. Depuis l'époque de Jésus-Christ, les dirigeants étaient des représentants porteurs de valeurs, porteurs de visions qui se manifestaient par les actions publiques, institutionnelles qui défiaient l'usure des temps. Et rappelez-vous, ils avaient ordre de Dieu. Ils avaient représentation de Jésus. Parce que certains empereurs étaient en même temps des papes. Donc, aujourd'hui, nous devons avoir le courage de nous dire que la faute nous incombe. Et nous devons rectifier les tirs en imposant des dirigeants qui ont la vision du renouvellement, n'est-ce pas, de notre force, de ces Congos-là endormis. Nous devons nous dire aujourd'hui que pour que ce Congo avance, ce n'est pas en observant de loin Tshisekedi faire comme il veut qu'on aura d'ailleurs un dialogue. Vous imaginez que Kinshasa se réunit, s'attende, je veux dire, que Kinshasa puisse résoudre de faire une marche pacifique, imposant les dialogues dans ce pays. Et Tshisekedi ne va pas obéir. Mais il n'obéit pas parce qu'il n'a pas de la pression de la population. Il n'a pas la pression du peuple. Et ce peuple-là semble s'adapter à cette réalité des mauvaises gouvernances et de la pauvreté. Et donc, la faute, c'est à nous. Et à qui est-ce que nous pouvons confier notre avenir? C'est à nous-mêmes, en espace, choisissant les meilleurs d'entre nous pour les responsabiliser avant de rebâtir cet État qui aujourd'hui se retrouve dans la déliquescence inexprimable. Merci beaucoup, honorable Aboubakar, pour son allocution. Merci, honorable président, pour l'octroi du verbe. Les révolutions ne naissent pas des cris, mais des consciences éveillées. Car il n'y a pas de changement durable sans changement d'homme. Pourtant, chers collègues, combien d'entre nous parlent des révolutions sans se demander d'abord, sans se poser la question de savoir, sommes-nous nous-mêmes révolutionnés? L'heure n'est pas au slogan. L'heure est à la lucidité. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués invités, chers collègues, recevez d'abord mes salutations avant de continuer. Je tiens également à saluer en passant la vivacité des interventions de nos deux invités du jour. Monsieur Joseph Adeba semble évoquer avec passion l'idée d'une révolution et l'émergence d'une nouvelle génération appelée à sauver le Congo. C'est un discours noble, porteur d'espérance. Mais au-delà de la théorie, qu'en est-il de la réalité?
Chers collègues, permettez-moi de poser les vraies questions. Comment procéder concrètement? Cette génération dont on parle tant, est-elle réellement née? Est-elle préparée, outillée, formée et consciente de la lourde charge ou encore de la lourde mission qui l'attend? Ou parlons-nous simplement d'un idéal abstrait ou d'un rêve suspendu entre nos désirs et notre inaction? Car, au fond, quelle valeur pratique ces beaux discours ont si la jeunesse censée porter les flambeaux n'a ni espace, ni moyens, ni vision structurée pour agir? Il ne suffit pas d'invoquer la relève. Il faut la préparer, la responsabiliser et la protéger de la corruption morale du système qu'elle prétend remplacer. Mboka ekoki kobonga to kobongwana te soki biso moko na tobongani te. Et l'honorable président. Merci beaucoup, honorable Boubacar. Je Joseph Eba pour rencontrer la préoccupation. La question de l'honorable Aboubacar a été longue, explicative. Voilà. Il est vrai que je ne puisse pas retenir l'ensemble, mais je vais essayer de répondre à sa question. Quelle valeur pratique attendre de cette jeunesse qui n'a ni le moyen, ni la formation, je veux dire, qui n'est pas ensemble préparé aux grands défis et responsabilités qu'ils attendent, c'est ça. Est-ce que vous savez, cher Aboubacar, que vous parlez mieux français que beaucoup de ministres dans ce pays? Savez-vous que vous avez des compétences plus que certains DG de nos institutions? Des compétences pratiques. Mais pourquoi on ne vous prend pas? Pourquoi on ne pense pas à vous? C'est parce que, voilà, les pays n'évoluent pas dans la logique de promouvoir les valeurs. Voilà pourquoi vous serez méconnus de tous. Mais je vous rassure, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes formés. L'exemple, c'est vous. Vous êtes allés à l'université pour apprendre. Et nous continuons à apprendre chaque jour, non pas pour rester à la maison, observer à distance les autres agir. La valeur pratique, c'est ce que vous et moi faisons. C'est gymnastique de venir ici parler. Beaucoup sont devenus députés sans passer par cet exercice, Monsieur le Président. Beaucoup sont gouverneurs de nos provinces, sans pour autant, au préalable, avoir l'habitude de communiquer comme ça. Et d'ailleurs, en la langue officielle. Devons-nous nous dire ou nous sous-estimer, ne pas avoir les compétences d'agir mieux? Non. Mais qui peut faire à notre place? Qui peut faire à notre place? Les moyens, oh, ne vous en faites pas. Les moyens n'appartiennent pas à X individus. Les moyens n'appartiennent pas à Moïse Katumbi. Les moyens n'appartiennent pas à Joseph Kabila seul. Moins encore à Tshisekedi. Les moyens, c'est aux Congolais. Et les Congolais sont à mesure de vous donner les moyens nécessaires pour transformer cette nation. Et tout ce monde puise ces moyens-là ici. N'ayez donc pas peur. D'où viendront les moyens pour soutenir le combat de la transformation de notre société? Pour enfin imposer un État démocratique et cet État de droit où il y a justice, parce qu'un État où il y a justice, cet État s'élève de manière sincère et affirmative. Merci. Et donc, en effet, c'est la réponse que je peux réserver de manière ramassée à votre question très longue posée ici. Merci beaucoup, honorable Samantha, pour son allocution. Honorable
Premièrement, qu'entendez-vous concrètement par sauver la RDC? Deuxièmement, pensez-vous que l'Union sacrée en a encore la capacité? Troisièmement, peut-on sauver le Congo avec une assemblée générale qui attend le mot d'ordre du président pour choisir son candidat? Quatrièmement, peut-on sauver le Congo avec un système électoral qui ouvre la voie à l'incompétence et à l'improvisation? Cinquièmement et enfin, peut-on sauver le Congo avec une classe politique qui a fait de la politique un métier d'enrichissement? Je dis honorable président. Merci beaucoup, honorable Samantha. Monsieur Marat pour répondre à la question et on va clôturer cet échange. Vous avez la parole. Cher Monsieur le Président, je vous demanderai avec beaucoup de politesse si vous pouvez toutefois nous aider à répondre les questions que l'honorable Samantha Si posées. j'ai bonne mémoire, la première question c'est qu'est-ce que vous entendez par sauver le Congo? La deuxième question c'est peut-on sauver le Congo avec une Assemblée nationale qui attend le mot d'ordre du président de la République pour élire son président? Ensuite, peut-on sauver le Congo avec les acteurs politiques qui ont fait de la politique un métier d'enrichissement? Et enfin, si je ne m'abuse pas, peut-on sauver le Congo avec un système électoral qui ouvre la voie à l'incompétence et à l'improvisation? Je pense que j'ai fait la synthèse de ce qui était les questions. Peut-on sauver le Congo avec un projet de loi ou la cinquième question? Peut-on sauver le Congo? La cinquième, c'est peut-on sauver le Congo avec une classe politique qui a fait de la politique un métier d'enrichissement? Non, je voulais savoir la question sur L'Assemblée la nationale, question électorale. Sur le c'est que peut-on sauver le Congo avec un système électoral qui ouvre la voie à l'incompétence et à l'improvisation? Ah, vos minutes sont même bousillées en écrivant les questions, monsieur l'assistant. Merci beaucoup, cher Monsieur le Président, pour cette nouvelle opportunité. Honorable Samantha, Oui. je salue d'abord votre bravo au moment où nous sommes en train de participer à cette belle plénière. Vous avez aussi vos conseils qui sont aux côtés des Nanga qui veulent participer à une balkanisation de notre pays. Donc ici sur le plateau, excusez-moi, c'est cette chaire où vous avez une opposition qui est incapable de dénoncer l'agression rwandaise, ce qui est une désolation. Votre première question, elle est très pertinente. Qu'entendez-vous par sauver la RDC ou le Congo? De ma conception, de ma façon de voir les choses, sans pour autant vanter mon parcours universitaire, nous avons des capacités de comprendre les techniques, mais aussi le développement, pour ne pas dire le développement durable. Sauver le Congo aujourd'hui, ceci, c'est comme, je donne un exemple dans le domaine de football, où vous avez un entraîneur de football qui trouve une équipe qui a des talentueux. Mais malheureusement, le système de jeu de l'équipe ne permet pas à ces talents d'avancer ou alors d'arriver à jouer la finale et puis gagner la coupe. Mais nous trouvons au moins un entraîneur qui impose son système et qui change la mentalité des joueurs et on arrive à la finale. C'est que vous voudrez dire tout simplement que de ma façon de voir, sauver le Congo ou sauver la République, c'est de construire un Congo meilleur. C'est de faire le Congo d'aujourd'hui une future destination de toute l'humanité. C'est de faire le Congo d'aujourd'hui une destination dont l'humanité dans son ensemble
commenceront à chercher les passeports congolais. Comme nous avons vécu ça pendant plusieurs décennies, où les Indiens, les Chinois, les Européens cherchaient les visas pour venir au Congo. Pour venir faire quoi? Exploiter nos minerais et puis partir? Bien évidemment, c'est parce que, s'il vous plaît, Tolérance, s'il vous plaît, tolérance. s'il vous plaît. Mobutu, Bon, jusqu'aujourd'hui, ils viennent, hein, c'est qui? Mobutu disait, je gère la plus belle femme du monde. Et la plus belle femme du monde, c'était la République démocratique du Congo. À l'époque, c'était les Zaïre. À quoi ça servirait de gérer la plus belle femme du monde si elle est violée gratuitement? Cette belle femme du monde, elle n'est pas violée par les, elle ne serait pas violée par les étrangers si et seulement si nous ne sommes pas complices nous-mêmes. C'est-à-dire que les étrangers qui cherchaient les passeports ou les visas pour venir au Congo, pour exploiter nos minerais. Vous allez vous rappeler que l'histoire de Hiroshima, Nagasaki, la matière première était exploitée sur le sol zaïrois ou le Congo à l'époque. Vous avez rappelé que les caoutchoucs à l'époque, les EVA, étaient une base des économies du monde. C'est-à-dire, en Europe, en Occident, aux États-Unis à l'époque, trouver un passeport, un visa pour venir au Congo, c'était une fête chez eux là-bas. Aujourd'hui, nous le voyons. Une fête pour venir nous exploiter, nous piller, nous voler. Les Indiens sont là en train de maltraiter les travailleurs congolais. C'est ça, sauver le Congo que vous dites? Non, non. Je crois que, Monsieur le Président, excusez-moi de ne pas croire que vous êtes un peu dans la confusion pour ne pas vous demander de retirer ça. Mais je crois que nous sommes dans une... Ce que j'ai dit, c'est une vérité. Pourquoi je vais retirer ça? Oui. Nous sommes dans une dimension de faire comprendre à nos étudiants que les Congos que nous, peut-être nous passons aujourd'hui, que nous devons les sauver. Nous devons alors le sauver. Parce que si peut-être nous donnons l'impression que... S'il vous plaît, tolérance. Si peut-être nous donnons l'impression que nous n'avons pas la capacité de les sauver, il y a ceux-là qui connaissent la valeur de ces Congos. Très bien, allez-y, il y a d'autres questions, on va chuter rapidement. Je pense que ces Congos-là, mes chers honorables, passent par le changement de mentalité, passent par la nouvelle citoyenneté, mais aussi le patriotisme. Deuxième question, vous avez dit que l'Union sacrée en a la capacité de sauver le Congo. Pour passer rapidement, je vous dis oui, par la manière de faire les choses de la part du chef de l'État, lui qui est le concepteur de cette haute vision, de ce leadership transformationnel, où le chef de l'État l'a dit, au niveau du Kenya, qui malheureusement aujourd'hui accueille des rebelles pour venir renverser le régime, qui avait dit que nous partons récupérer le pouvoir pour pacifier l'Est République démocratique du Congo, où nous avons eu plus de 100 groupes armés qui tuent, qui piquent, qui violent, notamment nos mamans et nos petites sœurs. Nous partons également pour promouvoir une économie qui va permettre à ce que nous puissions construire les infrastructures routières, hospitalières et j'en passe. Nous partons pour avoir le pouvoir, mais aussi pour combattre les inégalités sociales dont notre cher Edeba l'a dit ici, mais sans pour autant reconnaître les efforts conçus par le chef d'État. Donc bref, l'Union sacrée en a cette capacité et chaque jour qui passe, vous comprenez que une minute, nous sommes en train parce qu'on n'a plus de travailler. Vous avez dit que sauver le Congo, là où un président choisit son président pour occuper un poste à l'Assemblée nationale, c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Nous sommes dans un principe de séparation du pouvoir. C'est-à-dire que le chef de l'État ne peut pas se mixer aux affaires de l'Assemblée nationale lors du Parlement parce qu'il risquerait de violer notre Constitution. Mais puisque au sein de l'Union sacrée de la nation, nous sommes une plateforme organisée ayant des députés nationaux avec les groupes de chaque parti politique et l'IDPS, notre cher et beau parti de Tshisekedi Wamulumba, nous avons cru qu'il est important que nous puissions avoir un candidat qui, à travers notre système de gestion de politique, que nous ne puissions pas perdre les différentes voix de nos élites du peuple. C'est comme ça que le chef de l'État, lui qui est la haute autorité, notamment de l'Union sacrée des nations, a l'obligation de savoir quel est ce député qui, dans sa plateforme politique, partira pour être candidat afin que nous puissions... Monsieur l'assistant, ça peut-être on va s'arrêter là, d'autres questions vous répondrez prochainement. Quand vous dites que le chef de l'État doit jeter un coup d'œil pour se rassurer de quel député il va prendre, parce que vous évoquez la séparation de pouvoir,
ces présidents de l'Assemblée-là ne sera pas dans la poche et dans les mains du chef de l'État? Et comment la séparation de pouvoir sera assurée lorsque c'est le président qui a soutenu que tu sois là, qui a financé ta campagne? Comment l'Assemblée sera indépendante pour gérer et contrôler les gouvernements? Lors de la motion ou alors d'échéance de l'ancien président, honorable le président Vital Kamerhe, beaucoup l'ont dit que c'était le chef de l'État qui serait derrière le départ ou la déchéance, notamment de l'ancien président. Ce qui était une fausseté concis, calculée. Non, là nous sommes à celui qui va entrer. La Oui, déchéance, on est déjà passé. On est au niveau de celui qui doit entrer. J'en arrive là où vous êtes. On n'a pas le temps, je vous le disais C'est-à-dire tout que à l'heure. celui qui entre aujourd'hui, dès qu'il est élu par le peuple, le président de la République étant... Par ses collègues, vous voulez dire? Excusez-moi. Le président de la République étant l'autorité morale de l'Union sacrée de la nation, il n'aura pas la même mise sur ce président. Parce que nous avons le Parlement qui a ce règlement intérieur, ce qui est déjà respecté, ce qui s'applique déjà. Ça, c'est de la théorie, hein, ce que vous dites. S'il vous plaît. Vous savez, la politique, comment ça fonctionne. Donc, le président va jeter son dévolu sur vous. Et même par reconnaissance morale, vous n'aurez pas une faiblesse à faire ce qu'il vous demanderait directement par personne interposée? Je ne pense pas que le chef de l'État ait cette posture d'avoir un œil sur le futur président de l'Assemblée nationale qui sera élu, même si celui-là serait choisi par la volonté de l'Union sacrée de la nation. Il serait là pour travailler pour l'intérêt des représentants de nos peuples, mais aussi pour l'intérêt national. Merci beaucoup. On n'a plus le temps, malheureusement. Merci. Vous pouvez prendre place. Merci. Je vous en prie. Nous remercions donc nos deux invités d'honneur pour ces débats qui a eu des positionnements assez différents, mais c'est à vous, peuple congolais, de juger de la pertinence de position des uns et des autres et de vous aligner en âme et conscience à la position qui vous convient le mieux. Mais il faut l'admettre, les saluts du Congo, c'est une question de tous, nous devrions nous impliquer. De notre part, c'est vous offrir ces débats de qualité, un débat qui informe et qui forme à ces temples du débat républicain. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.